Bonjour. Bon, je suis un petit peu en avance, mais je vais quand même commencer tout de suite. Comme j'ai pas mal de choses à vous dire, 40 minutes, je ne sais pas si ça y suffira. Donc je vais vous faire une conférence sur l'UX, expérience utilisateur. On peut peut-être passer à la slide qui me présente pour commencer. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Olivier Sauvage. Je suis le patron d'une agence UX qui est basée à Lille, qui s'appelle Wexperience. Donc on peut voir la slide suivante. Je m'occupe en fait d'accompagner des grandes entreprises dans la conception, la création d'interfaces, en fait, dans l'optimisation également de leurs interfaces. Donc mon métier principal, c'est vraiment l'expérience utilisateur, le design. Mais à côté de ça, j'ai développé des compétences pour nous accompagner sur le développement, donc à travers plusieurs filiales, WexIT et Digitalise pour la partie Web Analytics, qui nous permet de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur les sites ou les applications de nos clients. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis, en plus de ça, alors, slide suivante, je viens de créer une nouvelle agence, toujours pour accompagner les mêmes clients, qui s'appelle Marco Polo et qui est dédiée à l'innovation, l'accompagnement à l'innovation, qui est un gros sujet aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, puisque vous savez qu'on est dans une phase de digitalisation accélérée et beaucoup d'entreprises ont besoin de réfléchir à la manière dont elles vont faire pour se digitaliser. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette agence avec différents associés. Et sur la slide suivante, ce qu'on peut voir, c'est les différentes entreprises pour qui je travaille. Alors, vous verrez que c'est extrêmement varié. Venant du Nord, on a commencé à beaucoup travailler avec les VADistes, hein, La Redoute, Feu 3 Suisse également. On accompagne beaucoup des retailers. Et aujourd'hui, on travaille avec des sociétés, des grandes sociétés, mais également des grosses PME qui sont basées vraiment dans toute la France et sur tout un tas de métiers différents, beaucoup les assurances, mais également du BTP. En fait, toutes les entreprises qui ont besoin de faire de la transaction et du business en ligne, on les accompagne. Donc, d'accompagner tous ces clients, ça me permet d'avoir une vision assez intéressante sur le marché, sur la manière dont les entreprises ont besoin de progresser et d'évoluer sur leurs problématiques de digitalisation. Donc, le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur, bien sûr. Je vais bientôt vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste parce que je pense qu'il y a beaucoup de fausses et de mauvaises idées sur l'UX. Ce que je voudrais faire aussi, c'est vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui devient et qui est devenu vraiment prédominant dans le monde du digital et qui va être encore plus dans l'année à venir et puis dans les années à venir. Donc qu'est-ce que c'est que l'UX? Alors, à la base, c'est de l'ergonomie. Donc moi, quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans à faire de l'ergonomie, je vous rassure, je suis encore plus vieux que ça parce que ça fait près de plus de 25 ans que je travaille dans le web, donc ça fait un petit bout de temps. J'ai commencé à m'intéresser à l'ergonomie il y a une quinzaine d'années parce que je faisais beaucoup de sites de e-commerce pour mes clients, qui étaient à l'époque des petites entreprises. Et je me suis vite rendu compte en fait qu'il était très important, si on voulait que les gens commandent sur les sites, de faire que ce soit facile pour eux en fait, qu'ils arrivent à passer une commande. Et ça a l'air de rien comme ça, peut-être, puisqu'on est en 2020. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à faire des sites de e-commerce en 2004-2005, c'était pas si évident que ça. Et finalement, c'était un frein en fait à la conversion d'avoir des sites qui n'étaient pas très bien faits en termes d'ergonomie. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et non, on peut revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît. Du coup, je voulais faire une analogie. Elle n'est peut-être pas très marrante en fait, mais c'est pas grave. C'est la salle de pilotage du réacteur numéro 3 de Tchernobyl. Alors, je ne sais pas si j'ai fait exprès de choisir Tchernobyl, j'aurais pu choisir une autre centrale nucléaire, mais je pense que ça va peut-être plus vous parler si je vous parle de Tchernobyl. Et je me suis dit, quand on est devant des salles, enfin, quand on est devant tout un tas de boutons comme ça et beaucoup d'écrans, ça ne doit pas être facile de gérer une centrale nucléaire. Alors, on a vu ce qui s'est passé avec Tchernobyl. Bon, ce n'était pas forcément dû à un problème d'ergonomie, mais ça peut vous montrer un peu ce qui se passe dans la tête d'un utilisateur quand il est face à une interface. Parce qu'en réalité, même aujourd'hui, quand je suis face à une application ou quand je suis face à un site web ou quand je veux utiliser un service public, par exemple, dans ma tête, dans la tête de l'utilisateur commun, peut-être pas vous, peut-être pas moi, encore que, mais en tout cas pour la plupart des gens, ce qui se passe dans leur tête, c'est un peu ça.
ils sont face à ça, à une complexité immense. Alors ça a l'air peut-être exagéré, mais pas du tout. Si vous saviez, vu le nombre de personnes que je vois passer en test utilisateur, comme c'est compliqué pour les gens, même d'arriver à passer des commandes sur des sites très simples, qu'en réalité, ça se passe comme ça. Et en fait, pour beaucoup de gens, passer une commande, accomplir une démarche sur un site public, ne serait-ce qu'effectuer une opération sur un site de service en ligne, ça s'apparente à ça. Ça s'apparente presque à gérer une centrale nucléaire. Et heureusement, la grosse différence en e-commerce, c'est que si on se trompe, on ne fait pas sauter la moitié de la planète. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle sur l'UX. Donc, l'UX, c'est quoi, justement? Pour moi, c'est d'arriver à rendre les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples pour les utilisateurs lambda qu'on est tous, et de manière à ce que ces utilisateurs lambda puissent arriver à faire ce qu'ils sont venus faire sur un site. Alors sur un site de e-commerce, c'est très simple, hein. On veut les aider à arriver à trouver les bons produits. On veut les aider à faire que quand ils trouvent le bon produit, ils soient rassurés sur ce produit, que ce soit le bon produit, que ce soit celui qu'ils veulent acheter, qu'ils puissent également le commander en toute tranquillité. Et puis on veut arriver à faire qu'ils arrivent à passer commande, à correctement saisir leur numéro de carte bleue, à correctement saisir leurs informations. Et bien tout ça, c'est de l'UX. Alors si on peut passer à la slide suivante, je serais très content. Et si on peut effacer le auto power off aussi. C'est pas grave, c'est Tchernobyl. La slide suivante, elle vous montre quelque chose que de toute façon, je suis sûr vous connaissez tous, parce que vous avez tous un jour déménagé, vous avez tous emménagé et vous avez tous dû acheter un meuble. Et il y a, allez, une chance sur deux, vous y soyez allé chez Ikea. Et une fois que vous êtes allé chez Ikea, vous êtes revenu et puis vous vous êtes retrouvé avec un carton, deux cartons, parfois plein de cartons, et avec des notices. Et si vous êtes nul comme moi en bricolage, je suis sûr que vous êtes quand même parvenu à monter les meubles que vous avez achetés chez Ikea. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme secret derrière tout ça, et c'est ce que l'écran qui est là devait vous montrer, c'est que les notices de montage Ikea sont, si on parle d'UX, d'expérience utilisateur ou d'ergonomie, sont quasiment des chefs-d'œuvre en la matière. C'est-à-dire que d'une manière très très simple, elles arrivent à vous conduire, elles arrivent à vous faire monter un meuble que sans notice, vous auriez été incapable de monter. Et je voulais vous montrer ça parce que pour moi, l'UX est le métier que je fais au quotidien, même si en réalité, je dois vous l'avouer, je ne fais plus tellement souvent au quotidien, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le font autour de moi. C'est vraiment ça. C'est réfléchir à la manière dont on peut parvenir à faire des choses compliquées à des gens qui sont, on va dire, normaux, qui n'ont pas l'habitude de passer leur journée devant un smartphone ou un écran d'ordinateur. Et ça, c'est un véritable enjeu. Ça, c'est vraiment le métier de l'UX. Donc on peut passer aussi à la slide suivante. Et je voudrais encore rajouter une dernière chose par rapport à ça. J'ai parlé, en fait, dans ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, vous avez dû comprendre qu'il y avait une espèce de notion d'utilité, de notion fonctionnelle en fait. On a l'impression que tout ça c'est assez sérieux et que tout ça c'est juste finalement de l'ergonomie. Je voulais vous montrer juste une petite citation que j'ai trouvée sur le site, je crois, de la DINOM, qui est la Direction interministérielle de l'économie numérique, qui est une citation que je connaissais, mais du coup je me suis permis de l'appliquer, de Don Norman, qui est vraiment, on va dire, le pape de l'expérience utilisateur. C'est un Américain, il a travaillé pour Apple, il a travaillé pour beaucoup de marques, il est enseignant dans des universités, etc. Il explique une chose qui est vraiment très importante pour moi et pour vous, si un jour vous devenez e-commerçant ou si vous créez des services en ligne, c'est que l'expérience utilisateur, c'est encore autre chose par rapport à ce que je vous ai dit. C'est aussi savoir créer des expériences mémorables. Ça veut dire que quand demain vous mettrez en ligne un site internet, un site de e-commerce, quand vous créerez une application de service, même si ce n'est pas un jeu, quand vous ferez juste de l'information, il faudra aussi faire que les expériences que vous créez, elles soient fun, elles soient intéressantes, elles soient didactiques. En fait, il va falloir faire que toutes ces expériences, elles ne soient pas ennuyeuses. Et ça aussi, ça fait partie de l'UX. Donc vous voyez que on parle d'ergonomie, on parle de fun, on parle d'expérience. Vous voyez qu'en fait, l'UX, ces deux petites lettres qui veulent dire User Experience, recouvrent en fait une complexité assez importante qu'il est en réalité assez difficile à mettre en œuvre.
Et je voulais juste faire un petit rebond justement par rapport à la conférence de Jean-Louis qui était juste là avant moi. C'est qu'effectivement aujourd'hui, quand vous tentez l'aventure de e-commerce, effectivement passer par les places de marché, c'est une très bonne idée parce que ça va vous faire tomber beaucoup d'obstacles. Parce qu'un des obstacles que vous allez rencontrer quand vous créez votre propre site de e-commerce, votre propre service, c'est que vous allez devoir consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à créer des expériences utilisateurs qui soient simples. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc slide suivante du coup. Bénéfice de l'UX pour l'entreprise. Je vais aller assez vite sur cette question-là parce qu'elle est très complexe à expliquer, que j'avais d'autres choses plus importantes à vous expliquer derrière. Mais il faut bien comprendre qu'en travaillant sur l'ergonomie, sur les expériences, etc., évidemment, tout ça avait un sens et que ça ne servait pas à rien. Alors, on a déjà vu que la première chose qui était la plus importante en e-commerce, c'était de faciliter la conversion. Et moi, c'est ça qui m'a amené à faire de l'UX avant tout. Et on peut dire à ce titre-là que c'est quasiment que du marketing. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Ce qu'il faut retenir en fait dans tout ça, c'est que quand vous créez des bonnes expériences utilisateurs pour vos utilisateurs, finalement vous entrez dans leur tête. Et vous entrez dans leur tête en créant des souvenirs qui sont des bons souvenirs. Et ça, c'est extrêmement important, cette notion-là. C'est-à-dire que si vous faites vivre des bonnes expériences à vos utilisateurs, s'ils arrivent facilement à passer commande, s'ils arrivent facilement à trouver de l'information, ils vont en garder un bon souvenir. Et là où je veux en venir, c'est que si vous arrivez à faire ça, c'est que derrière, vous allez commencer à fidéliser vos utilisateurs. Il y a vraiment beaucoup d'exemples là-dedans. J'en ai pas mis là aujourd'hui parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué de faire des captures d'écran de Amazon, de Instagram, des réseaux sociaux, etc. Parce que ce sont toutes des sociétés qui travaillent énormément leur expérience utilisateur. Mais ces sociétés-là, elles font tout pour vous rendre la vie la plus facile possible quand vous arrivez sur leur site. Et ce n'est pas pour rien qu'on revient chez eux. On revient chez eux non seulement parce qu'évidemment, ils ont des offres très très intéressantes, mais on revient aussi chez eux parce que c'est extrêmement facile d'utiliser leurs interfaces. C'est facile, on les prend en main facilement, on les utilise facilement et on arrive facilement à accomplir ce qu'on a à accomplir. Et ça, c'est le deuxième bénéfice de l'UX par rapport à la conversion, c'est que ça vous fidélise en fait, ça vous rend addictif. Alors, ce n'est pas forcément vrai en ce qui concerne Amazon, mais quand vous prenez les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram ou Facebook, l'ergonomie est faite de telle manière, alors on pourrait faire tout un roman là-dessus quasiment, que vous y revenez instinctivement. Et à contrario, quand vous arrivez sur des sites où les choses se passent de manière compliquée, vous en gardez un mauvais souvenir et vous avez tendance à ne pas y revenir. Donc ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante dans l'UX et qu'on a tendance à oublier. Et puis, il y a peut-être une troisième chose que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que quand les choses se passent bien sur un site, évidemment, vous allez en parler autour de vous. Et il y a beaucoup de sites qui reposent sur cette fonctionnalité de l'UX, qui est de procurer des expériences qui font qu'on en parle autour de soi. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, par exemple, je ne connaissais pas, enfin je suppose que vous connaissez tous la plateforme de vêtements d'occasion qui s'appelle Vinted, que je ne connaissais pas. Et en fait, comment j'ai connu Vinted? Pas du tout en faisant une recherche sur Internet, hein, ni en lisant des articles de veille, parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé autour de moi, qui m'ont dit « vas-y, va voir sur Vinted, tu verras, c'est super facile, ça se passe très bien ». Ben ça, c'est un des effets de l'UX, et ça, il faut vraiment le retenir. Alors maintenant, j'en arrive un peu au sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que moi, ça fait très longtemps que je travaille, très longtemps, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, ça fait un certain bout de temps que je travaille dans le web. Et donc, il s'est passé quelque chose cette année, on est tous dedans encore, vous êtes en face de moi, vous avez tous des masques, donc vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Mais il s'est passé quelque chose qui a été extrêmement important. On a tous vécu une crise très importante, le confinement, et vous savez tous que les crises sont vecteurs d'innovation et de transformation. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà. Bon, je vous ai mis une petite capture d'écran que j'ai vue sur Twitter parce que j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre en fait, mais elle m'a semblé emblématique parce que le constat qui a été fait depuis quelques mois, en fait on s'est rendu compte que dans la crise qu'on a tous traversée, les entreprises qui étaient les plus avancées dans leur digitalisation, qui avaient mis en avance des services digitaux, qui étaient prêtes en quelque sorte, avaient nettement mieux traversé la crise que les autres. Et ça, c'est ça en fait qui m'a amené à parler du UX devant vous aujourd'hui, parce que ces entreprises qui étaient en avance sur le digital, elles intègrent déjà énormément d'UX dans leur processus, on va dire, de fabrication de médias digitaux.
toutes ces entreprises-là, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est pour ça que j'ai mis le directeur de Syntec, qui est vraiment qui est la convention, enfin qui est je ne sais pas comment on appelle ça, la convention collective, pas la convention collective, mais en fait qui est le syndicat des entreprises du numérique, entre autres. C'est un constat qui a été tiré à peu près partout. Je peux vous le dire encore une fois, puisque je travaille quand même avec beaucoup de clients et beaucoup d'entreprises, et on a vu ceux qui s'en sont bien sortis et ceux qui ont mal traversé la crise. Ceux qui s'en sont bien sortis, clairement, c'est ceux qui étaient prêts au niveau digital. Juste un petit exemple comme ça, de mémoire, puisqu'il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec le directeur, pas le directeur du digital, mais quelqu'un de chez Boulanger. Vous savez, Boulanger, l'enseigne, c'est une ancienne nordiste d'électroménager, qui me disait qu'ils avaient quand même été sacrément surpris par ce qui s'était passé. Évidemment, comme tout le monde, Boulanger était plutôt avancé sur le digital, mais pour le coup pas assez, et notamment Boulanger n'avait pas de drive encore à l'époque du mois de mars, et ils ont dû bricoler de toute urgence des drives sur leur parking. Ça a été très compliqué pour pouvoir rattraper le coup. Ils s'en sont bien sortis après coup, mais vous voyez qu'ils ont senti passer le vent du boulet, si je puis dire, assez proche, parce qu'ils n'étaient pas vraiment prêts, justement. Encore une fois, il y a vraiment ceux qui ont gagné dans la crise et ceux qui ont perdu. Alors, il y a eu beaucoup de changements au niveau des entreprises. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran d'une petite étude, pareil, que j'ai vu passer cette semaine. Alors, vous allez dire, j'ai travaillé à la dernière minute. C'est vrai, je travaille toujours à la dernière minute. Sur aussi les comportements, le changement de comportement des utilisateurs. Je vous dis tout ça parce que, encore une fois, la crise a vraiment été un vecteur d'accélération des comportements, des usages du digital. Quand vous travaillez dans le digital comme moi depuis longtemps, que vous êtes en agence et que vous avez une certaine vue sur le marché, en gros, tout ce qu'on a vu pendant la crise, on le savait déjà. On savait déjà que le mobile allait accélérer. Alors, ce n'est pas ce que dit ma slide ici, mais ce n'est pas très grave. On a quand même des usages qui sont accélérés. Le mobile, on a vu notamment le télétravail arriver en masse dans les entreprises françaises, ce qui a évidemment entraîné des besoins en transformation dans les équipements des entreprises, les ordinateurs, ce qui a créé des problèmes parce qu'on a vu que des gens qui ne savaient pas forcément très bien se servir des ordinateurs n'étaient pas prêts. On a vu tout ça. On a vu vraiment une transformation. Cette transformation, en réalité, ça fait déjà des années qu'elle est à l'œuvre et ça fait des années qu'on parle, moi, pour le sujet qui me concerne, du UX en disant aux gens, faites de l'UX. C'est important que vos sites soient prêts, qu'ils soient faciles à utiliser pour vos clients parce que plus ce sera facile à utiliser et plus ils reviendront chez vous. Et là, encore une fois, on a vu que avec cette crise qui est arrivée et qui a impacté tout le monde, tant dans le monde du travail que soi-même en tant que consommateur, si on avait des sites qui n'étaient pas prêts en termes d'UX, qui n'étaient pas faciles à utiliser, et je parle aussi, pas que des sites de e-commerce, hein, même si la thématique d'aujourd'hui c'est le e-commerce, si les applications métiers qui étaient en entreprise, si les services qui étaient disponibles dans l'entreprise n'étaient pas adaptés aux utilisateurs pour travailler en télétravail, l'entreprise était cuite. Je peux vous donner un exemple de ça, puisque moi j'avais discuté avec quelqu'un, alors je ne sais plus qui me disait on a eu chaud parce que juste avant la crise, on a enfin mis en place des interfaces web dites légères pour nos collaborateurs. Si ça n'avait pas été le cas, avec le confinement, on n'aurait pas pu mettre les gens en télétravail parce qu'on travaillait encore sur AS400, vous savez, ces vieux serveurs IBM, et que les clients, les interfaces pour travailler avec l'AS400 sont des clients dits lourds, c'est-à-dire que ce sont des logiciels installés sur les ordinateurs de travail qui n'auraient pas pu être utilisés à l'extérieur. Donc vous voyez vraiment, il y a eu plein de choses qui ont été levées, plein de freins qui ont été levés grâce à ce confinement. Et juste pour revenir sur les utilisateurs finaux, donc ces consommateurs, il y a eu aussi plein de transformation. Les gens ont dû utiliser beaucoup plus leur ordinateur, beaucoup plus leur mobile, beaucoup plus que ce qu'ils ne faisaient en temps normal. Et encore une fois, si vous n'êtes pas prêt en termes d'UX, les gens ne restent pas chez vous. En fait, ils vont aller chez les concurrents qui, eux, sont déjà en train de travailler leur UX. Bon, on arrive déjà au bout. Je ne sais pas si je suis rapide ou pas rapide, c'est pas grave. Maintenant, on va... Alors, j'ai essayé de faire... J'ai l'impression d'avoir parlé vraiment très très vite, en fait, et de ne pas avoir dit grand-chose. Et je vais terminer cette conférence par vous montrer juste une étude qui a été réalisée par un cabinet de conseil américain qui s'appelle McKinsey, qui a travaillé pendant 5 ans. Pour mesurer, en fait, l'impact d'un bon design. Alors, il faut savoir que les Américains utilisent le mot design un peu dans un sens global, pas vraiment comme on l'utilise nous en France. Nous, le mot design, on l'utilise surtout pour la conception d'interface, pour le design tout court, le design industriel, etc.
Les Américains parlent beaucoup, donc c'est une étude sur le design. Je vous ai mis l'URL, hein, vous pouvez récupérer vous-même l'étude, elle est gratuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé dans le long terme. Pendant 5 ans, ils ont ausculté énormément d'entreprises, ils ont ausculté énormément d'actions des utilisateurs. Et ils ont ausculté aussi énormément d'informations financières pour recroiser en fait le rapport entre ce qu'apporte le design centré utilisateur, donc l'UX, aux entreprises et ce que ça peut rapporter. Donc c'est vraiment très intéressant de le savoir parce qu'en fait, ces études sont extrêmement rares. En fait, il y a très peu de chiffres et d'indicateurs pour ce qui concerne l'UX, contrairement à beaucoup d'autres métiers. Et ce qu'ils ont découvert, mais qui n'est pas une surprise finalement quand on travaille dans le digital, c'est que toutes les entreprises qui faisaient l'effort d'intégrer des démarches UX ou dites de conception centrée utilisateur dans leur processus de digitalisation, toutes ces entreprises-là, donc on est sur un panel de 300 entreprises, alors je ne sais plus lesquelles, mais je pense que c'est des très grosses entreprises, toutes ces entreprises sont en avance par rapport à leurs concurrents. Donc je vous laisse dire la slide, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, plus vous investissez dans le design centré utilisateur, et on verra un petit peu concrètement à quoi ça peut ressembler d'investir dans le design centré utilisateur, plus vous prenez un avantage concurrentiel fort sur vos concurrents. On peut voir la slide suivante d'ailleurs qui vient renforcer un peu ce chiffre, et on voit qu'en fait, par exemple en termes de croissance des revenus, moi j'aime pas tellement les chiffres, hein, je vous avoue, mais de temps en temps ça fait quand même du bien d'en montrer, mais par exemple en termes de croissance de revenus, les entreprises qui investissent le plus dans le design centré utilisateur, ce sont celles finalement qui arrivent à dégager le plus de croissance. Alors téléchargez l'étude, elle est vraiment intéressante, elle est certes en anglais mais elle est vraiment intéressante, et vous verrez qu'il y a plein de chiffres qui vont dans ce sens-là et qui montrent à quel point les investissements dans le design centré utilisateur est important. Je pense juste à quelque chose comme ça entre parenthèses parce que moi j'ai eu depuis 10 ans l'habitude de travailler plutôt avec des grands comptes, des grandes entreprises françaises, des entreprises genre Total, genre La Redoute, etc. Maintenant je peux vous dire quand on travaille avec ces gens-là, ils sont vraiment très au fait de l'UX. Ils ont vraiment intégré la démarche et ils font plus appel à nous du coup, ce qui est dommage. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2-3 ans, je vois arriver chez nos clients des très grosses PME françaises ou internationales qui commencent à s'intéresser à ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que en fait, les équipes marketing ou les équipes de direction de ces entreprises commencent à comprendre à quel point c'est important, même pour des entreprises qui sont en B2B, d'offrir des expériences parfaites à leurs clients. Juste un petit exemple comme ça, je me fais ma propre pub, ça fait du bien de temps en temps. Nous, on travaille dans le Nord avec une entreprise qui s'appelle Trenoy-Descamps, qui fait de la quincaillerie online pour les ouvriers sur les chantiers. Eh bien, évidemment, une des choses les plus importantes qu'on va leur conseiller, c'est de travailler l'UX de leurs interfaces mobiles, parce que dans le monde du chantier, du BTP, pardon, on a de plus en plus de gens évidemment qui travaillent avec mobile et qui vont passer commande directement de produits depuis le chantier. Chose qui ne se faisait pas il y a encore 3-4 ans, peut-être tout simplement parce que ça n'existait pas, parce que ça n'était pas offert encore par les entreprises. Donc vous voyez un peu à quel point on est dans la transformation digitale. Donc comment faire de l'UX ? Alors c'est vaste et j'avais pas tellement envie de vous expliquer tout ça en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais je vais vous montrer juste une petite slide qui vous montre à quel point c'est une démarche qui est importante et qui n'est pas juste cantonnée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à faire du design d'interface. Ça, c'est quelque chose, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, parce que c'est vrai qu'en général, quand je parle d'UX ou d'ergonomie, je parle beaucoup de design d'interface, et normalement, je montre beaucoup d'exemples d'interface. Mais là, je me suis dit, non, je vais arrêter de monter des exemples d'interface, parce qu'en fait, l'UX, c'est plus du tout ça. En tout cas, c'est plus ça uniquement. En fait, en réalité, l'UX aujourd'hui, et c'est le cas de ce que font les grandes entreprises américaines et ce que font maintenant certaines grandes entreprises françaises, c'est vraiment une démarche qui est centralisée au niveau de l'ADN de l'entreprise. Donc c'est d'abord une démarche qui est décilotée, c'est-à-dire qu'en fait l'UX, ça concerne tout le monde au sein d'une entreprise, à la fois l'IT, à la fois le marketing, à la fois le design, et pourquoi pas le contrôle de gestion, pourquoi pas les RH. En fait, ça concerne absolument tout le monde. Et comme on peut voir là, ça concerne vraiment beaucoup de manières de faire les choses. Donc 4 points rapidement comme ça. Je sais que j'aurais préféré rentrer plus dans le détail, mais on va le faire comme ça. Une des premières choses qui est fondamentale, c'est mesurer l'expérience utilisateur. Et ça, c'est encore quelque chose que très peu d'entreprises font.
D'abord parce qu'il y a très peu d'outils en fait, pour mesurer réellement l'expérience utilisateur. Alors, beaucoup d'entreprises utilisent ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Il existe quelques outils qui permettent de mesurer l'UX, mais c'est souvent des outils universitaires, donc ils ne sont pas très axés business. Mais ce que conseille McKinsey, et sur la chose avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est que la mesure de l'UX, elle doit être aussi importante que la mesure de vos coûts et de vos revenus, bien sûr. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit changer beaucoup, c'est que l'expérience utilisateur, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas simplement le designer ou ce n'est pas simplement le développeur. C'est aussi les gens du marketing, c'est aussi les gens de la relation client. Par exemple, dans beaucoup de boîtes, ce sont les gens de la relation client qui remontent les problèmes d'utilisabilité sur les sites web. Typiquement, chez La Redoute, c'est ça. La Redoute, c'est les gens de la relation client qui répondent aux problèmes des gens. Et bien souvent, ils remontent les problèmes du UX sur l'interface du site. Donc, faites que tous les gens au sein de votre entreprise soient concernés par ça. Troisième point qui est extrêmement important aussi, c'est, et ça c'est aussi beaucoup en train de changer, il faut arrêter de faire des projets à l'emporte-pièce, si je puis dire. Aujourd'hui, et les GAFA l'ont montré, si vous prenez Amazon, si vous prenez Google, ce ne sont pas des sites qui ont été modifiés au fil des ans à la hache, ils évoluent progressivement, par petites étapes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement que ça. Je peux vous le dire parce qu'on fait énormément de refontes de sites, nous, pour des grosses boîtes, qui ont pris beaucoup de retard sur le digital. Et à chaque fois, on est obligé de faire des espèces d'à-coups très très forts, donc on refait complètement le site. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire, oui, mais normalement, on ne devrait pas faire ça. Normalement, vous devriez faire évoluer votre site au fur et à mesure. Et si je devais vous montrer une capture d'écran de Google il y a 10 ans avec Google aujourd'hui, vous verrez qu'il y a vraiment une grosse différence, alors peut-être pas tant que ça que sur Google, mais vous verrez que ça n'a pas arrêté d'évoluer, mais petit à petit, sans que vous le voyez. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à limiter beaucoup les risques en termes de développement et qu'on arrive à optimiser progressivement son UX. Et puis dernière chose, je l'ai déjà dit, faites sauter les digues entre le monde digital et le monde physique. Effectivement, ça c'est un vrai sujet qui est déjà bien traité, encore une fois, chez les gros retailers, mais on ne peut plus parler d'expérience utilisateur en s'intéressant uniquement à ce qui se passe sur le digital. C'est plus possible. En fait, aujourd'hui, le client est clairement multicanal. Le client, alors si on parle de particulier, va souvent s'informer sur son téléphone mobile, soit dans le métro, soit tranquillement installé dans son canapé le soir, mais il va très souvent terminer sa commande sur un ordinateur parce que c'est plus commode et parce que c'est plus facile. Mais il va aussi aller chercher sa commande parfois en drive. Et si ça se passe bien, si ça se passe pas bien sur le drive parce que vos bornes ne sont pas faciles à utiliser ou que le parcours physique est compliqué, bah, il va avoir une mauvaise expérience. Et donc aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, on ne peut plus réfléchir uniquement digital, on doit vraiment penser multicanal. Et le parcours client, encore une fois, ça va du téléphone jusqu'au parcours en drive, jusqu'au magasin et aussi le digital. Voilà, donc ça c'est une chose importante. Encore une fois, aujourd'hui, quand je vois mes clients en grandes entreprises, ils le savent déjà, mais les plus petites entreprises sont en train de l'apprendre et il faut qu'elles prennent conscience de ça. Alors pour terminer, je tenais vraiment à vous montrer voilà, ce qu'on fait au quotidien. Je voudrais quand même un peu dévoiler ce qu'on fait quand même, et je voulais vous montrer concrètement ce qui se passe vraiment et comment on travaille vraiment. Retenez juste une chose. Quand on travaille l'expérience utilisateur, la première chose qu'on fait, et qu'on fait tout le temps avec tous nos clients, c'est vraiment d'observer comment leurs clients à eux interagissent avec leurs interfaces. On regarde d'abord les êtres humains et on les regarde à la loupe. On ne les regarde pas à travers des statistiques qui sont abstraites, on les regarde vraiment eux. Et on pratique énormément de ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Alors sans doute que beaucoup d'entre vous connaissent ça. Alors je ne sais pas si on peut lancer la vidéo là, en cliquant dessus. Normalement, c'est une vidéo. Les tests utilisateurs, c'est vraiment une méthode très simple qui existe depuis très longtemps, qui consiste à filmer, enfin à observer des gens en train de surfer sur un site. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à voir la vidéo si possible. Peut-être qu'elle ne marche pas, c'est dommage. Bon, on va faire 100, c'est pas grave. Là, vous avez un exemple très simple de test utilisateur. C'est le test de Vinci, du site de Vinci Immobilier. Ce que vous voyez en haut à droite et qui est flouté, c'est notre testeur. Je l'ai flouté pour garder l'anonymat, bien sûr. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le site qu'on lui a demandé de tester. Donc tout simplement, il est venu chez nous, c'était avant le confinement ça, il est venu chez nous et on lui a demandé d'essayer des tas de choses sur le site.
de trouver un appartement, d'essayer de faire un devis, etc., etc. Et nous, on enregistre tout ça, on filme tout ça. Alors ce que vous voyez aussi, qui est malheureusement on aurait mieux vu en vidéo, mais c'est pas grave, c'est le petit point rouge, le petit trait rouge. C'est un élément qu'on utilise beaucoup en test utilisateur. C'est le fameux eye tracking. Vous savez, le suivi du regard à l'écran, qui nous permet de savoir exactement où regardent les gens quand ils sont face à un écran. Alors ça, on peut le faire sur ordinateur et on peut le faire sur un smartphone. Et c'est intéressant parce que quand on fait ce genre de test, on demande tout le temps en fait aux gens de parler, de s'exprimer à voix haute. C'est un protocole de pensée, on appelle ça protocole de pensée à voix haute. Ça nous permet de mieux comprendre en fait ce qu'ils font. Et ben en général, il y a une décorrélation entre le regard et ce qu'ils disent. Parfois, ils vous disent, je suis en train de faire ça, et on voit qu'ils regardent ailleurs. Ou alors des fois, on leur dit, est-ce que vous avez vu telle information? Et on sait très bien avec le eye tracking qu'ils l'ont vu parce qu'ils ont regardé. Et eux, ils vont nous répondre, non, je ne l'ai pas vu. Et ben, toutes ces choses qu'on voit grâce au eye tracking, ça nous permet de savoir qu'en fait, il y a certaines informations qu'on croyait très visibles, en fait, qui ne sont pas visibles par les utilisateurs. Donc on fait beaucoup de tests utilisateurs comme ça. Et je voulais terminer par ça parce que j'ai commencé par ça quand j'ai commencé ma carrière d'ergonome. J'ai commencé par le eye tracking. Je vais faire une petite séquence nostalgie. J'ai travaillé pendant 2 ans chez 3 Suisses International. Et donc pour le site 3 Suisse France. Et puis j'ai découvert l'ergonomie, enfin j'ai pas découvert l'ergonomie, mais je me suis perfectionné en ergonomie à cette époque-là, grâce au livre d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amélie Boucher, qui a écrit un livre, donc je fais la pub pour elle parce qu'elle vient de sortir la 3e édition de son livre, ou la 4e, qui s'appelle Ergonomie Web. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et je me suis rendu compte que chez 3 Suisse France, on ne s'occupait pas d'ergonomie du site. Et pourtant, c'était quasiment le plus gros site de e-commerce en France. C'était en 2007, donc ça remonte à loin. Et au même moment, il y a un type qui est venu nous voir, Antoine Lu, qui vendait des écrans de eye tracking. Donc c'était un gros bazar, c'était un peu plus petit que ça. Et il nous a montré qu'on pouvait suivre le regard des gens à l'écran. Et on a tous trouvé ça génial. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce truc-là? Et du coup, c'était à l'époque où ça allait un peu mal pour 3 Suisses parce qu'ils perdaient des ventes au fur et à mesure. Ils n'arrivaient pas trop à comprendre ce qui se passait et ce qui n'allait pas. Et c'est là que j'ai dit, mais ce qui serait bien quand même, c'est qu'on regarde ce qui se passe en vrai avec vos utilisateurs. Et c'est là qu'on a commencé à faire des tests utilisateurs. Donc on a choisi 12 clientes, parce que chez 3 Suisses, on dit les clientes. Il y a tellement de clientes qu'on ne dit plus les clients, on dit les clientes, naturellement. On en a choisi 12, on les a fait venir chez 3 Suisses, et on leur a fait tester le site exactement comme ça. Donc vous voyez, le protocole n'a pas du tout changé en 12 ans. Et bien ça a été génial. Une des premières réactions, je me souviens, c'est les gens de 3 Suisses qui m'ont dit « Ah ben c'est dingue, en fait on n'avait jamais vu nos clients, on ne savait pas du tout comment ça se passait sur le site. » Parce qu'eux, ils faisaient que regarder des statistiques, des web analytics. Et effectivement, ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait sur le site. Et eux, on a trouvé une pléthore de problèmes qui existaient, qui étaient tout simples, mais que les gens en interne de 3 Suisses ne voyaient pas. Et quand je dis les gens en interne de 3 Suisses, vous aviez des UX, enfin pas des UX designers, il n'y en avait pas à l'époque. Vous aviez des web designers, vous aviez des développeurs, vous aviez des gens du marketing. Vous aviez des gens qui étaient vraiment très très bons sur leur métier. Et la direction de 3 Suisses leur faisait une confiance absolue parce que c'était eux les spécialistes. C'était pas des gens de l'extérieur, c'était pas des prestataires. Et ils considéraient que ces gens-là étaient bons. Et bien en faisant des utilisateurs, on a réussi à prouver que effectivement ces gens-là étaient bons, oui, mais ils ne pouvaient pas se mettre à la place des clients de 3 Suisses. Ils ne pouvaient pas se mettre à la place des gens qui ne sont pas toute la journée devant un écran d'ordinateur ou devant un mobile à essayer de tester quelque chose. Et ça, c'est pour ça que les sites utilisateurs sont importants. Ça, vous devez absolument le faire. Parce que si vous ne demandez jamais à vos propres clients de savoir ce qui se passe sur votre site, vous passez à côté, je dirais, de 70% de la réalité des choses. Et je voulais terminer par ça parce que c'est le seul conseil que je donne en conférence systématiquement, c'est faites des tests utilisateurs. Si vous n'avez jamais fait du X, si vous en faites déjà, si vous êtes déjà bon sur le web et que vous en vendez déjà beaucoup, dans tous les cas, faites des tests utilisateurs. Commencez par ça. Si vous avez déjà un site, même si vous n'en avez pas un, vous faites un prototype et vous faites des tests utilisateurs. Interrogez vos utilisateurs et vous allez voir qu'ils vont vous apporter, non pas la lumière, mais qui vont vous apporter beaucoup de choses intéressantes qui vont vous permettre d'améliorer votre interface. Et typiquement, sur des gros sites comme ça, des gros sites de e-commerce ou des gros sites de services, un test ou 2 par an avec 12 testeurs, c'est largement suffisant pour comprendre ce qui se passe sur un site. Et nous, on le fait toujours. Alors, on fait souvent d'ailleurs sur des projets de refonte, on fait un test avant pour voir ce qui se passe sur l'existant. Et on fait un test après sur du prototype pour voir comment ça évolue. Et ben, c'est vraiment très intéressant. D'abord, ça nous permet de voir que nous-mêmes, on fait des erreurs en conception. Parce qu'encore une fois, on n'a pas la science infuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la place du client.
Et ça permet vraiment de corriger dans le détail les problèmes que vous pouvez avoir sur un site. Et je n'ai pas montré d'exemple encore une fois aujourd'hui, mais croyez-en mon expérience, il suffit des fois vraiment de rien pour bloquer totalement un utilisateur. Rien, ça peut être un simple mot. Un petit exemple quand même, je me souviens qu'il y avait une personne qui devait remplir un formulaire de commande sur un site de e-commerce et qui n'y arrivait pas, qui bloquait, parce que sur le champ adresse, il n'y avait pas marqué ville, il y avait marqué commune. Et bien commune, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et donc elle s'arrêtait. Et donc, rien que ça, c'est un frein. Des exemples comme ça, il y en a énormément. Un autre petit comme ça, j'aurais pu vous le montrer parce que je l'ai en vidéo. Une dame de 60-65 ans qui devait commander sur un site spécialisé pour les seniors, et qui abandonnait la commande parce que quand elle voulait accéder à l'arborescence du site qui était dans un grand menu, vous savez, un grand menu, je ne sais plus comment on appelle ça, un grand menu non pas déroulant, elle descendait avec sa souris vers le menu qui faisait apparaître un grand panneau de menu plus détaillé et elle ne pouvait pas descendre sur le bas de la page. Et à chaque fois, elle s'arrêtait, elle disait « mais je ne comprends pas, ça ne marche pas ». Et on disait « mais qu'est-ce qui ne marche pas ?» Ben, j'arrive pas à descendre. On lui disait, mais comment ça, vous n'arrivez pas à descendre? Il suffit de descendre votre souris plus bas et vous arriverez dans le bas de la page. Ben non, parce qu'à chaque fois que je passe là sur le menu, il y a un autre truc qui apparaît qui m'empêche de continuer. Et ben ça suffit à arrêter une commande. Et ça remonte à loin cet exemple. Et ben ça, je peux vous dire que ça arrive encore aujourd'hui sur tous les sites qu'on teste en permanence. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui arrive à bloquer un utilisateur. Et je pourrais vous donner des milliers d'exemples. Là, puisqu'on est encore en période non pas de confinement, mais quand on était en période de confinement, on a continué à faire des tests utilisateurs sur mobile. Ça a été la croix et la bannière pour demander à des gens d'installer un système qui nous permettait d'enregistrer leur écran mobile à distance. Il fallait juste qu'ils installent Zoom ou Skype. Donc installer encore, ça allait. Mais pour le reste, c'était impossible. Ils n'arrivaient pas à configurer correctement l'application. Donc ça nous a fait à nouveau, nous, prendre conscience, nous spécialistes, que c'était vraiment difficile en fait pour la plupart des gens, vraiment difficile. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Arrêtez d'avoir des préjugés sur vos utilisateurs. Ne pensez pas qu'ils soient nuls, ne pensez pas qu'ils soient bons. Regardez-les vraiment et vous saurez comment ça se passe et vous saurez comment améliorer votre site. Et là, il me reste 5 minutes, donc c'est parfait pour les questions. Merci beaucoup. Merci. Vous aviez dit au début de votre conférence que vous faisiez un peu moins d'UX chaque jour. Qu'est-ce que vous faites un peu plus et quelle est l'étape suivante? Alors ça me concernait à titre personnel, parce que comme je gère beaucoup d'entreprises, je fais beaucoup plus de travail de gestion et beaucoup moins d'UX. Mais cela dit, je vais quand même répondre à la question. On fait moins d'UX, en fait, effectivement, on fait moins d'UX en tant que designer d'interface. On en fait toujours beaucoup. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin en fait quand on accompagne nos clients. On fait aussi l'intégration HTML parce qu'on s'est rendu compte que si on n'intégrait pas nous-mêmes les interfaces en code, quand on fournissait des maquettes, souvent elles étaient déformées par la suite. On intègre beaucoup plus de data, donc de web analytics pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe sur les sites. Et finalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au milieu de la conférence, c'est que l'UX, c'est plus juste designer les interfaces, c'est vraiment prendre l'entreprise au plus haut dans sa stratégie et d'essayer de concevoir des expériences en fait. C'est vraiment ça qui est devenu important. Et concevoir des expériences, oui, ça inclut beaucoup d'UX, mais pas que. Et on voit qu'on est obligé de travailler avec la relation client, par exemple pour savoir comment les clients parlent, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme problème, comment ils nous les remontent. Et donc voilà, aujourd'hui l'UX, pour moi en tout cas, et j'aimerais bien que ce soit comme ça pour aussi nos clients, est vraiment au cœur finalement de la machine, du processus, qui consiste à dire, si vous voulez vraiment vous démarquer de vos concurrents sur le digital, et pas que d'ailleurs, parce que finalement on voit que c'est aussi dans le physique, vous devez arriver à créer des expériences les plus simples, les plus fluides possibles, c'est vrai, mais ça demande un travail qui effectivement fait souvent appel à des méthodologies UX. C'est pour ça que je réponds à la question parce que oui, ce métier-là a beaucoup évolué, et c'est vrai, enfin, je vois aujourd'hui ce qu'on fait par rapport à ce qu'il y a 10 ans, c'est beaucoup plus riche en fait, beaucoup plus riche. Merci. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une différence entre comment on entendait le mot design entre nous en Europe et aux États-Unis, mais tu n'as pas fini en fait sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire design pour eux alors? Oui, alors plutôt entre la France et les États-Unis, mais c'est simplement au niveau sémantique. Le mot design chez les Américains, ça concerne le design d'expérience, ça concerne le design graphique, ça concerne le design d'objets, ça concerne. En fait, c'est assez englobant finalement.
En France, on a tendance à penser que le design, c'est justement le design industriel ou le design graphique. Et on commence à penser un peu plus en termes de design d'expérience. Donc c'était juste un petit détour